fait, voilà, j'ai pensé constamment dans le livre et dans mon enquête l'espace comme un produit de rapports sociaux, de structure sociale, de structure de l'économie. Et donc, comme pour rejoindre là mes premières études sur le capitalisme comme un ensemble de rapports sociaux, et ben voilà, ces rapports sociaux, ils doivent bien produire un certain type d'espace. Et ces rapports sociaux évoluent dans le temps, et donc la production de l'espace évolue dans le temps, évidemment. C'est une production matérielle, très matérielle, c'est pour ça que je parle tout le temps un peu de matière dans ce bouquin. C'est une production symbolique, idéologique, qui est chargée d'imaginaire, évidemment. Et donc, pour arriver vraiment maintenant à la question du pouvoir, donc il y a ces rapports sociaux propres au capitalisme, mais aussi évidemment d'autres rapports sociaux qui produisent certains types d'espace. Et l'espace est social. Et donc lui-même, en fait, intègre les rapports de pouvoir. Et c'est là qu'on peut vraiment, à mon avis, densifier les études qui existent sur les différentes théories du pouvoir, disons. C'est que, et ça rejoint d'ailleurs les analyses que tu as mentionnées sur le pouvoir des infrastructures, etc. etc. C'est le fait, c'est un bâti qui intègre les intérêts de groupes sociaux et qui, sur un temps long en plus, parce qu'elles sont là pour durer, produisent des effets. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, tant qu'elles sont prises en charge et tant qu'elles sont inscrites dans des rapports sociaux, et tout à l'heure, je pourrais donner des exemples sur des grandes infrastructures où ces rapports sociaux sont suspendus, et du coup, justement, il se passe autre chose. Il n'y a plus du tout les mêmes pratiques, les mêmes usages de ces infrastructures. Mais tant qu'elles sont évidemment prises en charge dans certaines structures et dans certains rapports sociaux, elles ont un pouvoir. Et ce pouvoir est un peu caché, puisque apparemment, c'est comme si elles s'imposent à la société, elles s'imposent à nous, comme si elles étaient extérieures à nous, et nous font faire des choses, etc. Et ça, c'est la définition du pouvoir. Le pouvoir, c'est faire faire à des agents, sans qu'ils en comprennent vraiment les ressorts. Et donc, évidemment, je ne propose pas une théorie du pouvoir dans ce bouquin, c'est pas l'enjeu, mais je l'attrape vraiment par là. Et à la fois pour lui donner sa force, mais à la fois aussi pour rendre compte comment ce pouvoir aussi peut se déliter et disparaître à par moment. Mais donc vraiment, je pense qu'il faut à tout prix comprendre la matière par l'espace physique, produit socialement. Ça, c'est indispensable. Sinon, on fait du Jancovici, on fait des trucs d'ingénieur, on met des courbes à l'infini, ça monte, ça descend. Ça termine sur du techno-solutionnisme ou des choses comme ça, ou voilà, juste avec des empreintes ou des indicateurs voilà, qui sont désocialisés et donc, à mon avis, sont très problématiques. Donc, en les inscrivant dans des espaces physiques, ces matières, déjà, on capte beaucoup mieux des gains environnementaux de façon très précise, et pas simplement ça monte, ça descend, et du coup c'est grave. Bon, bah, pourquoi c'est grave? Parce que ça monte, ça descend, enfin c'est pas très clair si on contente simplement de ces limites. Là, en les ancrant, on a quelque chose de beaucoup plus palpable, de social-environnemental, de politique. On a la question du pouvoir, et on peut en faire une histoire, à mon avis, un peu plus consistante et avec à la fois ces aspects matériels et sociaux imbriqués. Et non pas une histoire, ce que certains font aussi, voilà, il y a des courbes qui existent, et moi je vous propose une histoire de rapports sociaux, et il y a forcément une corrélation entre les deux, et donc voilà, l'un doit expliquer l'autre, quoi. Mais et ça revient un peu à projeter des rapports sociaux sur des espaces ou sur des sols, mais sans non plus penser comment ces sols peuvent aussi rétroagir sur le social. Là où, à mon avis, avec Lefebvre, on a vraiment les deux.